Elle a toujours été connue comme la femme tranquille, la femme fidèle, la femme qui est restée alors que la plupart des gens seraient partis sans se retourner. Pendant des décennies, Jessie Coulter a été présentée comme l'ange à côté du hors-la-loi, une femme d'évangile et de grâce, liée à un homme qui semblait déterminé à brûler tous les ponts sur son chemin. Cette image s'est transformée en légende répétée si souvent qu'elle est devenue une vérité acceptée. Mais aujourd'hui, à 82 ans, Jessie Coulter se réapproprie enfin l'histoire et la raconte selon ses propres termes. Tout a commencé par un moment que personne n'avait prévu. Au cours de ce qui aurait dû être une conversation ordinaire, Jessie s'est penchée en avant et a prononcé une phrase si discrète qu'elle semblait presque dangereuse. « Il a laissé quelque chose sous le plancher », a-t-elle dit, « et je ne l'ai jamais dit à personne. » Les mots ont atterri comme un tremblement, parce que ce à quoi elle faisait référence n'était ni symbolique, ni poétique, ni imaginé. C'était réel. Et cela a marqué le début d'une vérité qu'elle a portée seule, pendant plus de 40 ans, façonnée par l'amour, le tourment, la loyauté, et une seule nuit qui a tout changé. Cette histoire n'est pas celle de la célébrité. Elle n'est pas celle des tubes ou des classements. Elle est celle de ce qui s'est passé quand les portes se sont fermées, quand les lumières se sont éteintes, et quand les applaudissements se sont éteints. Elle est celle de ce que Waylon Jennings lui a fait promettre de ne jamais révéler et du prix à payer pour tenir cette promesse toute une vie. Pour la toute première fois, Jessie Coulter est prête à rompre le silence. Et à la fin de cette histoire, le secret qu'elle a apporté pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur l'un des couples les plus légendaires de la musique country. Avant de devenir inséparable du mythe de Waylon Jennings, elle était simplement Miriam Johnson, une fille de pasteur de Phoenix avec une voix qui ressemblait à du velours trempé dans la foudre. Elle a grandi dans le gospel et le grit jouant du piano à l'église, chantant des hymnes destinés à soulever les cœurs lourds et rêvant tranquillement de chansons qui pourraient toucher bien au-delà de l'autel. Avant Nashville, avant Waylon, avant le chaos qui allait plus tard définir sa vie, elle était sa propre personne. Pendant un bref moment, le monde l'a reconnue comme étant exactement cela. Elle s'est d'abord mariée avec Duane Eddy, le guitariste emblématique dont le son a remodelé la musique country et rock. Ils se sont mariés jeunes. Elle a tourné avec lui, a appris le métier à la dure et a découvert ce que signifiait survivre dans une industrie qui protégeait rarement ses femmes. Finalement, elle s'est libérée. Au début des années 1970, elle a récupéré son nom, sa voix et son identité sortant. I'm Jessie Coulter, avec une confiance et une étincelle que le monde de la country ne pouvait ignorer. Son avenir semblait grand ouvert. Puis Waylon Jennings est entré dans sa vie, et tout a basculé. Waylon était déjà une force de contradiction. Il était magnétique et torturé, adoré, et instable brillant, et complètement hors de contrôle. Jessie n'était pas aveugle à cela. Elle a vu les pilules, le whisky, le petit caractère qui se cache sous l'arrogance du hors-la-loi. Mais elle a aussi vu l'homme sous tout cela, le poète, le rêveur, le garçon blessé qui prétend être invincible. Et quelque chose au fond d'elle croyait qu'elle pouvait l'atteindre, peut-être même le sauver. Leur relation n'a jamais été un tourbillon d'amour. C'était une tempête. Ils se sont battus, ont aimé, se sont brisés, et se sont remis ensemble encore, et encore. Waylon disparaissait pendant des jours, parfois des semaines. Jessie restait seule, se demandant s'il était avec une autre femme, ou si cette fois il ne reviendrait pas du tout. Pourtant, elle restait. Pas par peur, pas par faiblesse, mais parce qu'elle croyait peut-être naïvement que son amour pouvait être plus fort que ses démons. Dans 1975, Jessie a sorti I'm Not Lisa, la chanson qui allait définir sa carrière. Elle racontait l'histoire d'une femme vivant dans l'ombre de quelqu'un d'autre invisible et incomprise. Elle résonnait parce qu'elle reflétait sa propre vie plus étroitement que personne ne le réalisait. Même si le monde chantait son nom, Jessie se sentait souvent comme un fantôme à l'intérieur de sa propre histoire. Pendant ce temps, Waylon devenait le visage de la country hors la loi, un symbole de rébellion et de puissance brute. Jessie, malgré son talent indéniable, était de plus en plus présentée comme sa femme, plutôt que comme une artiste à part entière. Ses amis ont remarqué des changements, des meurtrissures émotionnelles,
De longs silences. Peut-être plus. Jessie a nié les rumeurs, insistant toujours sur le fait que Waylon n'a jamais levé la main sur elle. Mais il y a eu un incident dans 1978, après un spectacle à Houston, dont elle n'a jamais parlé publiquement. Jusqu'à aujourd'hui. Elle l'a consigné dans un journal d'une écriture soignée et penchée. « Il m'a regardé comme si je n'étais pas réelle », écrit-elle, comme s'il ne me reconnaissait pas du tout. Ce qui a suivi, dit-elle, c'est quelque chose qu'elle a enfoui si profondément qu'il a failli disparaître de sa mémoire. Presque. Mais il n'a jamais vraiment disparu. Il est resté caché et en attente sous le plancher où cette histoire reviendra. Au fil des années, les addictions de Waylon ont resserré leur emprise. Il y avait des jours où il ne dormait pas et des nuits où il ne parlait pas. La cocaïne n'était plus seulement une habitude. Elle était devenue une présence, un démon sur son dos chuchotant à travers ses os, brouillant la frontière entre le génie et la folie. Jessie le trouvait faisant les 100 pas sur le sol à 4 heures du matin. Les yeux injectés de sang fulminant à propos des voix dans les murs de la musique que personne d'autre ne pouvait entendre des camionnettes du gouvernement qui suivaient le bus de tournée. Il s'effilochait et elle était la dernière personne qui essayait encore de le maintenir en vie. Le public voyait un roi rebelle, un dieu de la campagne qui arpentait les scènes en cuir et en ombre. Jessie voyait tout autre chose. Elle voyait un homme hanté par la honte de son enfance, écrasé par une célébrité qu'il n'a jamais vraiment voulu accabler par la mort de ses amis et le fardeau de faire semblant d'être plus grand que nature chaque soir. Waylon ne pouvait pas l'éteindre. Pire, il ne le voulait pas. Le chaos était plus fort que la douleur, alors il la nourrit. Dans 1981, tout a fini par se briser. Il séjournait dans un motel bon marché et tranquille à l'extérieur de Memphis, loin des caméras et des journalistes. Jessie essayait de l'amener à se reposer, à manger, à rester tranquille suffisamment longtemps pour que le brouillard dans son esprit se dissipe. Au lieu de cela, il s'est retourné contre elle non pas avec violence, mais avec des mots si venimeux qu'ils ont coupé plus profondément que n'importe quel coup. Elle a écrit plus tard qu'elle avait l'impression de voir le diable parler par la bouche de quelqu'un qu'elle avait autrefois aimé et tittate. Cette nuit-là, elle était partie. Elle a conduit pendant des heures, sans destination, guidée uniquement par le ronronnement de l'autoroute et la douleur dans sa poitrine. Lorsqu'elle est revenue le lendemain matin, Waylon n'était plus là. Il n'y avait pas de mots, pas de sac fait. Seulement un miroir de salle de bain brisé et une petite boîte en bois laissée sur la table de nuit. Elle ne l'a pas ouverte à ce moment-là. Elle ne l'a pas ouverte pendant 30 ans. Mais lorsqu'elle l'a finalement fait cela, a changé tout ce qu'elle croyait à propos de cette nuit-là et à propos de lui. Ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte et le message qui y était gravé seront révélés plus tard dans cette histoire. Même à ce moment-là, Jessie ne l'a pas quittée. C'est la question que personne n'a jamais comprise. Pourquoi n'est-elle pas partie? Pourquoi ne s'est-elle pas sauvée? Sa réponse dite maintenant avec une honnêteté douloureuse et dévastatrice. Je pensais que si je partais, il mourrait, admet-elle, et que s'il mourait, ce serait de ma faute. Ce n'était pas une victime ni une sainte. C'était une femme qui s'accrochait à la croyance que l'amour même, meurtri et saignant, pouvait encore tirer quelqu'un du bord. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était à quel point ce bord était vraiment proche, et à quel point il finirait par les couper tous les deux. Les premiers 1980 se sont écoulés dans un flou de néons de spectacles nocturnes et de prières que Jessie n'a jamais admis avoir murmurées. Pour le monde extérieur, ils étaient la royauté de la country. Elle se tenait à ses côtés lors des remises de prix, souriait aux caméras et remontait dans les bus de tournée lorsque les réservations arrivaient. Mais à l'intérieur de ces bus, dans les murs de leur maison, tout se désintégrait. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui avait autrefois écrit ses notes d'amour dans les marges de ses feuilles de parole, disparaissait lentement sous le poids écrasant de l'addiction et de la paranoïa. Jessie ne portait pas seulement sa propre douleur, elle portait aussi celle de Waylon. Chaque fois qu'il s'effondrait en coulisses, elle était là lui tenant la tête. Chaque fois qu'il disparaissait, c'est elle qui était au téléphone, qui le recherchait, qui le ramenait. Et pendant tout ce temps, le secret sous le plancher restait intact, attendant le jour où elle se déciderait enfin à dire la vérité. Elle tenait un carnet caché de tous,
où elle notait les endroits où il disparaissait, les pseudonymes qu'il utilisait lors des contrôles, les excuses qu'il donnait à sa direction. Page après page, c'était moins un journal que la carte d'un homme qui ne voulait pas être trouvé. Et puis, il y avait les visites à l'hôpital, les overdoses, que personne ne signalait, les concerts annulés, que l'on mettait sur le compte de l'épuisement. Dans l'une des entrées les plus glaçantes de son carnet, Jessie écrit « Il ne me reconnaissait plus le soir. Il m'appelait chérie comme si je n'étais qu'une autre fan qu'il ne se souvenait pas avoir rencontrée. Son cœur se brisait au ralenti encore, et il n'y avait personne à qui elle pouvait le dire. Le mythe de Waylon Jennings était trop grand, trop sacré. S'y opposer relevait du blasphème. Puis vint le baby grand. Il a été livré à leur domicile sans note, sans carte, juste une inscription délavée, gravée sous le couvercle, à celui qui est resté. Jessie ne sait pas qui l'a envoyé. Waylon ne l'a jamais reconnu, mais elle a recommencé à jouer tranquillement la nuit. Des chansons qu'elle n'avait pas chantées depuis des années, des hymnes gospel des berceuses. Et lentement, quelque chose en elle a commencé à revenir à la vie. Ce piano allait devenir son refuge, le seul endroit où elle pourrait encore se sentir Jessie, et pas seulement l'ombre à côté d'une légende. Mais plus elle s'enfonçait dans les touches, plus les souvenirs se bousculaient. L'une d'entre elles, enfermée depuis les premières années de leur mariage, a commencé à se frayer un chemin. Elle avait quelque chose à voir avec une nuit à Tucson, avec une lettre que Waylon lui avait fait brûler, avec un secret dont il disait qu'il détruirait tout si jamais il était divulgué. Elle pensait l'avoir oublié, mais le piano s'en souvenait. Et une fois que cette mélodie est revenue, la vérité a commencé à fredonner juste sous le bout de ses doigts. Une vérité qui expliquerait la boîte La lettre brûlée et pourquoi toutes ces années plus tard, Jessie Coulter ne peut pas dormir sans que la lumière soit allumée. Jessie avait appris à vivre entre deux réalités, une où elle souriait et chantait pour les caméras, et une autre où le passé hantait chaque recoin tranquille de sa maison. À la fin des années 80, Waylon a commencé à sortir lentement de la dépendance, mais les cicatrices qu'il a laissées derrière lui ne se sont pas refermées simplement parce que la drogue a disparu. En fait, la sobriété a aggravé certaines choses. Il était lucide, maintenant, il se souvenait de plus en plus de choses, et elle aussi. Un soir, il s'est assis à côté d'elle au piano. Elle jouait doucement fredonnant un air de gospel lorsqu'il a tendu la main et arrêté ses mains au milieu de l'accord. Il n'a pas parlé pendant un long moment, puis il murmura. « Te souviens-tu de Tucson ?» Le sang de Jessie se glaça. Ils n'avaient pas parlé de cette nuit depuis plus de 20 ans. Elle hocha lentement la tête. Waylon a juste dit « Je n'aurais jamais dû te faire brûler ça. » Jessie n'a pas précisé ce que c'était, mais cette nuit-là, elle a écrit dans son journal « Il y a une raison pour laquelle j'ai arrêté de chanter cette année-là. Quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai fait. » Cette phrase n'a jamais été expliquée, pas même dans ses mémoires, mais ses proches affirment que pendant des années, elle a complètement évité l'Arizona. Les amis qui en parlaient en disaient qu'elle devenait silencieuse, distante, comme si son esprit avait quitté la pièce. Puis en 1992, en rangeant un placard. Jessie a trouvé quelque chose qu'elle croyait disparu depuis longtemps. Une cassette étiquetée d'un seul mot Tombstone. Elle était écrite de la main de Waylon. Et quand elle l'a écoutée, ses mains ont tremblé. La voix sur la cassette était la sienne, mais elle ne chantait pas. Il se confessait, divaguait, pleurait, parlait d'un choix qu'il avait fait dans 1974 qui enterrait plus qu'un simple nom. Cette cassette n'était pas destinée à être entendue, mais Jessie l'a gardée. Elle l'a rangée dans un coffre-fort avec la boîte en bois du motel et une photo de Waylon devant une église avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et sous cette photo, un nom griffonné à l'encre délavée. E.W. N'oublie pas ce que nous avons fait. Des années plus tard, Jessie a essayé de reconstituer l'histoire. Elle a engagé un détective privé discrètement pour retrouver le nom et l'église. Ce qu'elle a trouvé l'a conduite à un cimetière désertique, à une parcelle non marquée, et à un document judiciaire scellé de 1975 qui avait été enterré sous des noms d'emprunt et la bureaucratie. Elle n'a jamais révélé ce que contenait ces documents, et ni à la presse ni à ses amis les plus proches. Mais dans une interview, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand fardeau qu'elle ait jamais porté, elle répond
Il y a une raison pour laquelle je chante à Dieu plus qu'aux gens maintenant. Il y a des choses que Satan, que seul le ciel peut pardonner. Et avec cela, la mélodie de leur mariage a pris un ton plus sombre et plus silencieux. Car quoi qu'il se soit passé à Tucson, cela n'est jamais vraiment resté là. Cela les a suivis. Cela s'est infiltré dans chaque note qu'elle a jouée, chaque texte qu'elle a écrit, et chaque silence qu'elle a gardé plus longtemps qu'il n'aurait dû durer. Au début des années 2000, Jessie Coulter s'était retirée dans une vie plus calme. En public, elle apparaissait sereine, gracieuse dans les interviews douces sur scène, choisissant toujours ses mots avec l'assurance de quelqu'un qui a porté trop de secrets pendant trop longtemps. Mais derrière les sourires doux et les airs de gospel, son monde s'était refroidi. Waylon était parti, et avec lui le seul homme qui connaissait tout le poids de ce qu'ils avaient enterré ensemble. Sa mort en 2002 l'a frappé comme un train au ralenti. Pas avec un cri, mais avec un silence si profond qu'elle s'est retrouvée incapable de jouer du piano pendant près d'1 an. Chaque pièce de leur maison semblait vide, chaque chanson sonnait comme un fantôme. Les gens envoyaient des fleurs, écrivaient des hommages et la saluaient comme la dernière femme debout de l'ère des hors-la-loi. Mais aucun d'entre eux ne savait ce qu'elle avait vraiment perdu. Car lorsque Waylon était Passmore, il n'a pas seulement emporté des souvenirs avec lui, il a emporté un pacte, une vérité enfouie. Et Jessie, pour la première fois depuis des décennies, se retrouvait seule face à ce problème. 1 an plus tard, elle reçut une lettre sans adresse de retour à l'intérieur de laquelle se trouvait une photocopie de la photo qu'elle avait gardée cachée celle de Waylon et de l'étranger à l'extérieur de l'église. Mais cette copie avait quelque chose que l'original n'avait pas. Une deuxième figure à l'arrière-plan floue, mais sans aucun doute Jessie elle-même. En dessous, une seule ligne dactylographiée. La vérité ne reste pas éternellement morte. Elle ne l'a pas dite à son fils. Elle n'a pas appelé la police. Au lieu de cela, elle a tranquillement fait son sac et a disparu pendant 3 jours. Personne ne sait où elle est allée. À son retour, elle a brûlé ses journaux. Tous. Des décennies de pages ont été réduites en cendres dans le foyer de l'arrière-cour. Les voisins disent qu'elle est pitié-en-skelest, restée silencieuse devant de la fumée pendant des heures. Après cela, quelque chose a changé en Jessie. Elle s'est mise à parler en paraboles, des histoires vagues sur la miséricorde de Dieu, le pardon et le prix du silence. Dans les interviews, lorsqu'on l'interrogeait sur les années sombres de Waylon, elle changeait de sujet. « Il a fait la paix avec Dieu », disait-elle. « C'est tout ce qui compte. » Mais les yeux racontaient une autre histoire. Des yeux qui en avaient trop vu, trop su, et qui attendaient quelque chose ou quelqu'un. Ses amis ont remarqué qu'elle avait commencé à fermer à clé sa salle de piano. Elle n'ouvrait pas son courrier pendant des semaines. Et une fois, lors d'une rencontre d'auteurs-compositeurs à Nashville, elle a brusquement mis fin à son concert, après que quelqu'un dans la foule a crié « Jouez quelque chose de Tombstone !» Ses mains ont tremblé pendant tout le trajet vers la sortie de Sten. Le passé, semble-t-il, n'en avait pas fini avec elle. Alors que des rumeurs circulent sur une chanson inachevée que Waylon aurait écrite et qui ferait référence à l'église, à la lettre et à l'accord. Jessie se retrouve à tenir le dernier fil d'une histoire qui n'était pas censée se démêler. Et ce qu'elle fait de ce fil va bientôt choquer tout le monde. Les rumeurs se font de plus en plus fortes au fil des ans. Tout a commencé par des conversations feutrées entre de vieux musiciens de studio et des vétérans de l'équipe de route. Des rumeurs sur une chanson que Waylon avait écrite mais jamais publiée, une dernière piste, qui n'avait été entendue que par quelques privilégiés. Ils l'ont appelée « The Fifth Verse », le 5e verset. Certains ont parlé d'aveux, d'autres de menaces, mais tous étaient d'accord sur un point. Jessie Coulter avait la cassette. L'histoire raconte que Waylon l'a enregistrée tard, un soir de 1989, seul dans son home studio, avec seulement sa voix et une guitare. Le morceau n'a jamais figuré sur aucun album. La bobine maîtresse n'a jamais été enregistrée par RCA. Jessie l'a gardée cachée dans une boîte ignifugée loin des oreilles de l'industrie. Un seul ingénieur a déclaré l'avoir entendue et il a dit qu'elle l'avait laissé froid pendant des semaines. Les paroles, murmura-t-il, mentionnaient le mensonge d'un prédicateur, une tombe sans nom et une femme qui en savait trop. Cette femme, c'était Jessie. Dans 2010, un blogueur anonyme a publié un clip audio granuleux 20 secondes de ce qui semblait être la voix de Waylon, fredonnant une mélodie qui ne correspondait à aucun enregistrement connu. Le message a été supprimé quelques heures plus tard, mais pas avant que les fans n'en aient eu vent.
Les fils de discussion sur Reddit ont explosé, des vidéos de conspiration ont circulé, et soudain une nouvelle génération de fans de country a voulu savoir ce que Jessie Coulter savait sur Waylon Jennings et qu'elle n'avait jamais partagé. Jessie, quant à elle, était restée silencieuse. Cela a changé en 2012, lors d'une rare séance publique de questions-réponses au Texas. Un membre du public jeune et audacieux lui a demandé directement si Waylon avait déjà enregistré une chanson sur Tucson. La salle s'est figée. Jessie a baissé les yeux. Ses mains se sont croisées sur ses genoux, puis elle a dit presque trop doucement. Pour être entendu, il a enregistré beaucoup de choses qu'il n'a jamais voulu que le monde entende. Elle n'a rien dit de plus, mais le mal était fait. L'intérêt s'est ravivé. Les journalistes ont recommencé à frapper à la porte. D'anciens membres du groupe ont été interviewés. Les producteurs ont passé les archives au peigne fin. Mais la chanson, si elle existait, était introuvable. C'est alors que Jessie a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a contacté un historien de Nashville connu pour avoir découvert des cassettes perdues de l'époque des hors-la-loi. Elle lui a tendu une enveloppe scellée et lui a dit « Relâchez ceci après mon départ, pas avant ». À l'intérieur se trouvaient une lettre, une histoire et une clé USB. Le contenu n'a jamais été rendu public, mais l'historien a confirmé son authenticité. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il contenait, il a simplement répondu qu'il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour, mais d'un avertissement. Ce que Waylon a avoué dans cette chanson perdue, et ce que Jessie a porté en silence pendant toutes ces années, est maintenant rangé une fois de plus dans l'attente. Parce que certaines vérités ne meurent pas avec les personnes qui les ont vécues. Certaines attendent simplement le bon accord, la bonne voix et le bon moment pour être enfin entendues. Lorsque Jessie Coulter a atteint ses 80 ans, ses apparitions publiques étaient devenues rares et ses interviews encore plus rares. Mais lorsqu'elle émerge, ce n'est jamais sans but. En 2022, elle assiste à un petit spectacle privé à Nashville destiné à honorer l'héritage des hors-la-loi. On ne s'attendait pas à ce que Jessie se produise, mais au milieu de la soirée, elle demande discrètement à monter sur scène. Elle s'est assise seule au piano, la lumière des projecteurs sur son visage usé par le temps, et pendant un moment, la salle a retenu son souffle. Elle a commencé par un air de gospel familier, « Storms Never Last ». Les tempêtes ne durent jamais, une chanson qu'elle avait déjà enregistrée avec Waylon, mais dont elle avait changé les paroles au milieu de l'enregistrement. Subtil au début, un mot par-ci, une ligne par-là, et puis un nouveau couplet que personne n'avait entendu auparavant. Tu as promis au prédicateur que nous ne reviendrions jamais en arrière, mais j'entends encore l'appel. La terre qui devient noire, la salle s'est figée. Les auteurs-compositeurs dans la foule se sont penchés en avant. Les producteurs ont échangé un coup d'œil. C'était indubitablement une référence à la rumeur. La chanson inédite de Waylon, The Secret in Talks on the Grave with No Name. Jessie a terminé la chanson en silence, n'a pas dit un mot et est partie par la porte arrière avant que quelqu'un ne puisse lui demander ce que cela signifiait. Cette performance n'a jamais été diffusée. Les téléphones avaient été interdits, mais la nouvelle s'est vite répandue. Et dans les jours qui ont suivi, les initiés de l'industrie ont commencé à réexaminer les vieux registres, les bandes démos, et même les paroles abandonnées de Waylon. Une feuille est remontée à la surface avec une ligne griffonnée dans les marges. Elle détenait la clé, mais jamais la carte. Le mensonge était enterré là où les prières se chevauchent. Cela a ravivé le mystère. Pendant ce temps, Jessie a pris une initiative curieuse. Elle a contacté un vieil ami de Waylon, un homme connu dans la communauté pour son commerce de matériel d'enregistrement vintage et de souvenirs de hors-la-loi. Elle lui a confié un étui en cuir abîmé. Elle n'a pas dit ce qu'il contenait, elle l'a simplement regardé dans les yeux et lui a dit « Assure-toi qu'il trouve les bonnes oreilles quand je ne serai plus là ». Lorsqu'on lui a demandé lors d'une interview ultérieure s'il y avait des non-dits entre elle et Waylon, Jessie a souri tristement et a dit « Pas des non-dits, juste des non-entendus ». À présent, les chuchotements avaient pris de l'ampleur. Que s'était-il passé exactement à Tucson? Qui était l'homme sur la photo? Pourquoi y avait-il une tombe anonyme et une église aux archives scellées? Et qu'est-ce que Waylon avait supplié Jessie de brûler et qu'avait-elle refusé?
Alors que sa santé devenait de plus en plus fragile, les fans ont commencé à réaliser que Jessie n'était pas seulement le dernier lien avec Waylon. Elle était la dernière personne vivante à connaître toute l'histoire. Et plus on regardait en profondeur, plus on avait l'impression que les chansons, les silences et les versets enterrés étaient tous les morceaux d'une confession trop lourde pour être portés par une seule voix. Et pourtant, elle chantait parce que c'était la seule façon qu'elle connaissait de dire la vérité. La vérité finale n'est pas venue lors d'une révélation dramatique d'une conférence de presse ou d'un livre de souvenirs à succès. Il s'agit d'un album acoustique sorti discrètement. Pas de promotion, pas de label, juste un téléchargement sur un site de streaming peu connu sous le vrai nom de Jessie Coulter, Miriam Johnson. L'album s'intitule Floorboards. Pas de notes de pochette, pas de paroles, juste 10 chansons. Et l'une d'entre elles, track 7, s'appelait simplement Tucson. Les fans qui l'ont trouvée l'ont écoutée dans un silence stupéfait. La chanson était crue. La voix de Jessie plus âgée et marquée par le chagrin ne chantait pas l'amour ou le chagrin d'amour, mais le secret et le fardeau. Les paroles dépeignaient une église du désert, une confession de minuit et un homme creusant dans la terre sèche, tandis qu'une femme priait sous des lumières vacillantes. Une phrase en particulier a refroidi les auditeurs. Il a dit que la bouteille était vide, mais que l'acte était accompli. Nous avons donc enterré la vérité avant le soleil du matin. C'était poétique, certes, mais ce n'était pas abstrait. C'était précis, et cela envoyait un message à tous ceux qui avaient suivi le mystère. Jessie avait enfin parlé. En l'espace de quelques jours, la chanson a disparu du site retiré effacé des serveurs. Seule une poignée de personnes a réussi à la télécharger avant qu'elle ne disparaisse. Mais le mal, ou peut-être la guérison, était fait. Le mythe a été brisé. Dans les mois qui ont suivi, une église située à l'extérieur de Tucson a fait l'objet d'une rénovation discrète. Selon les archives locales, une partie de son sous-sol a été excavée en raison de l'instabilité de ses fondations. Aucun autre détail n'a été communiqué, mais certains habitants ont affirmé que des véhicules gouvernementaux avaient été vus près du site. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'une équipe de construction. Mais une fois de plus, Jessie n'a rien dit. Puis vint le dernier entretien. Assise sous le porche de sa maison, la lumière du soleil traversant les grands chênes, on demanda à Jessie si elle avait des regrets. Elle marqua un long temps d'arrêt avant de répondre. « J'aurais aimé que nous soyons plus honnêtes, a-t-elle dit l'un envers l'autre avec nous-mêmes. Mais Waylon était un homme hanté, et il y a des fantômes qu'on ne peut pas enterrer avec des chansons. » Elle n'a pas donné plus de détails. Jessie Coulter avait vécu l'amour et le chaos, le silence et les tempêtes. Elle s'était tenue aux côtés de l'une des figures les plus puissantes de la musique country et avait tranquillement protégé une vérité trop dangereuse pour être partagée en son temps. Et maintenant, dans ces dernières années, elle avait choisi de laisser les morceaux tomber où ils pouvaient. Parce que tous les mystères ne sont pas destinés à rester enterrés. Certains sont chantés doucement par la dernière voix qui reste et qui se souvient.